Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je veux parler d'un sujet qui touche tout le monde. En fait, c'est quelle stratégie financière vous devriez adopter selon votre revenu parce que on ne devrait pas gérer son argent exactement de la même façon quand on gagne 50 000, 75 000 ou plus de 100 000 par année. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que je ferais concrètement selon chacun de ces niveaux de revenus-là en termes de priorité, en termes de taux d'épargne et de comment utiliser le CELI versus le REER. Je vais également aborder le R3E ainsi que le CELIAP. Et comme toujours, ce ne sont pas des conseils financiers. L'objectif, c'est juste de vous donner une structure de réflexion pour vous aider à prendre de meilleures décisions avec votre argent. Et on va commencer tout de suite avec un revenu annuel de 50 000. Donc, à ce niveau de revenu-là, la priorité, c'est la stabilité financière parce que, avant de parler d'optimisation fiscale et de rendement boursier, il faut d'abord s'assurer que vos finances personnelles y reposent sur une base solide. Donc, la priorité numéro 1, c'est d'éliminer les dettes à taux d'intérêt élevé. Je parle ici des cartes de crédit, des prêts personnels ou n'importe quelle dette en fait qui dépasse 7% d'intérêt annuel. Dites-vous que si vous avez un solde impayé sur une carte de crédit qui est à 20% d'intérêt annuel, si vous décidez de la rembourser, ça vous donne l'équivalent d'un rendement de 20%. Et comme vous le savez, il n'y a aucun placement qui donne un rendement garanti de 20%. Donc avant de vouloir investir 500$ dans des actions ou un FNB, il faut regarder si ce 500$-là, il ne serait pas mieux utilisé pour éliminer une dette qui est à taux d'intérêt élevé. Et une fois que les dettes sont sous contrôle, l'objectif, ce serait d'épargner 10% de votre revenu net. Donc, au départ, c'est sûr que ça sert à bâtir un fonds d'urgence, un coussin financier. Et après ça, c'est pour investir pour le long terme. Et si on regarde les chiffres, à 50 000$ bruts par année, on parle d'un revenu après impôt dans les alentours de 3 200$ par mois. Donc, 10% de ça donne un objectif d'épargne de 320$ par mois. 320$ par mois, on s'entend, c'est pas spectaculaire, mais au début, c'est plus une question d'habitude et l'habitude d'épargner, c'est plus important que le montant de départ parce que comme je vous dis, plus vous épargnez sur le long terme, plus les rendements composés, c'est eux qui vont faire le travail. Et à 50 000 par année, je prioriserais généralement le CELI avant le REER parce que honnêtement, à ce niveau de revenu-là, le taux d'imposition il est relativement faible, ce qui fait en sorte que la déduction du point de vue fiscal avec le REER, c'est pas mal moins avantageux que pour quelqu'un qui gagne 75, 90, 120 000 par année. Sinon, si vous n'êtes pas propriétaire, il y a aussi le CELIAP qui est encore plus intéressant parce que le CELIAP, il combine les avantages du CELI et du REER dans le sens que la cotisation à votre CELIAP, elle réduit votre revenu imposable comme le REER, donc ça vous donne un remboursement d'impôt. Et en plus de ça, les retraits pour l'achat d'une première propriété sont libres d'impôt. Donc, contrairement au RAP avec le REER que vous devez rembourser sur une période de 15 ans, au niveau du CELIAP, l'argent qui a été là-dedans, qui est sorti pour l'achat d'une première propriété, vous n'avez pas besoin de rembourser ça. Et évidemment, tout l'argent qui fluctue à l'intérieur du CELIAP, c'est à l'abri de l'impôt. Mais honnêtement, à 50 000$ par année, je penserais aussi à augmenter mes revenus parce qu'à ce niveau de revenu-là, réduire les dépenses, oui, ça aide, mais il y a une limite à ce que vous pouvez couper. Donc à ce moment-là, le vrai levier, c'est davantage du côté de vos revenus, dans le sens que si votre salaire est dans les environs de 25$ de l'heure, ça veut dire que c'est relativement facile de trouver des manières de gagner plus que votre taux horaire actuel. Je donne un exemple très simple. Une femme de ménage, c'est rendu que ça charge autour de 35 à 40$ de l'heure. Si vous faites 2 ménages de 3 heures par semaine à 40$ de l'heure, ça représente 240$ par semaine. Sur une année, on parle de revenus additionnels qui dépassent 12 000$. Évidemment, pas obligé d'aller faire de l'entretien ménager non plus. Là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des contrats de fin de semaine, de la création de contenu, un deuxième emploi temporaire, n'importe quelle forme de travail autonome. Le point, c'est qu'à 50 000$ par année, la meilleure approche, ce serait de trouver une façon d'augmenter vos revenus pour pouvoir augmenter votre capacité d'épargne.
Et maintenant, on va passer à des stratégies financières pour ceux qui gagnent 75 000 $ par année. À ce niveau-là, on commence à avoir une certaine marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'avec un revenu annuel de 75 000 $, l'objectif devrait être d'épargner autour de 20 % de son revenu net. Et si on prend un salaire brut de 75 000, ça donne approximativement 4 400 $ net par mois. Donc 20 % de ça, c'est 880 $ que vous devriez investir par mois. Et à ce niveau de revenu-là, le REER commence à devenir plus pertinent parce que votre taux d'imposition marginal est un peu plus élevé, ce qui fait en sorte que chaque dollar cotisé au REER peut générer une économie d'impôt qui est plus intéressante. Mais l'important, c'est pas seulement de cotiser au REER, c'est surtout d'utiliser intelligemment le remboursement d'impôts. Si vous cotisez à votre REER et que vous recevez un retour d'impôt, l'idéal, c'est de l'investir dans un autre compte enregistré. À 75 000 $ par année, personnellement, j'aurais tendance à cotiser au REER pour bénéficier du remboursement d'impôts, puis j'utiliserais ce retour-là pour venir bonifier votre CELI ou votre CELIAP si vous n'êtes pas propriétaire, ou le R3E si vous avez des enfants. Encore là, je ne mettrais pas nécessairement 100% de mon épargne dans le REER. J'aurais tendance à garder un équilibre entre le REER et le CELI. Par exemple, vous pourriez mettre 40% de votre épargne dans votre REER, puis le reste dans les autres comptes enregistrés selon votre situation personnelle. Par exemple, si vous avez des enfants, le R3E devient très intéressant parce que le R3E ne donne pas des déductions fiscales comme le REER, mais il permet d'obtenir des subventions gouvernementales. Au Québec, sur les premiers 2 500 $ cotisés par année dans un R3E, vous pouvez aller chercher 20 % du fédéral et un 10 % du provincial. Autrement dit, si vous cotisez 2 500 $ dans le R3E de votre enfant, le gouvernement ajoute 750 $, ce qui équivaut à un rendement instantané de 30 %. Bref, avec un revenu annuel de 75 000 $, la discipline commence à faire une énorme différence. Si vous réussissez à mettre de l'argent de côté à chaque mois et que vous l'investissez dans le bon compte enregistré qui vous donne des avantages fiscaux, vous allez vous retrouver avec des placements qui ont de l'allure après seulement une couple d'années. Et je vais terminer en vous parlant des stratégies pour ceux qui font des revenus de 100 000 $ et plus par année. Et je tiens à dire que dans le temps, 100 000 $ par année, c'était considéré comme un très gros revenu. Je me souviens quand j'étais jeune, mon rêve c'était genre de faire 100 000 $ par année parce que dans ma tête, rendu là, j'allais être riche. Et clairement, en 2026, un revenu annuel de 100 000 $, oui, c'est un bon revenu, mais ça donne pas pantoute le même niveau de vie que dans les années 90 ou au début des années 2000. Mais quand même, à ce niveau de revenu-là, théoriquement, les dépenses de base devraient être couvertes et le vrai danger, c'est plus de s'embarquer dans des coûts fixes trop élevés. Ça peut être à cause d'une trop grosse hypothèque ou avec des véhicules neufs. En réalité, c'est quand ton style de vie grossit en corrélation directe avec tes revenus. Malheureusement, c'est comme ça qu'il y a du monde qui font 100, 150, 200 000 par année et qui vivent quand même paye par paye. Mais normalement, 100 000 $ par année, l'objectif d'épargne devrait se situer entre 25 et 30 % du revenu net. Donc, un salaire brut de 100 000, ça donne à peu près 5 800 $ net par mois. Donc, 25 à 30 % de ce montant-là, ça donne un objectif d'investissement entre 1 450 et 1 700 $ par mois. Et là, c'est sûr qu'en investissant pas loin de 20 000 par année, on parle d'un niveau d'épargne qui peut réellement accélérer l'indépendance financière. Surtout qu'à 100 000 par année, le REER devient un outil fiscal qui est particulièrement utile. Au Québec, à ce niveau de revenu-là, on parle d'un taux d'imposition marginal de 36 %. Donc, si vous cotisez 15 000 $ à votre REER, vous réduisez votre revenu imposable de 100 000 $ à 85 000 $ et considérant le taux marginal de 36 %, le remboursement d'impôt va être d'environ 5 400 $. Autrement dit, vous investissez 15 000 dans votre REER, mais après le retour d'impôt, c'est comme si vous aviez seulement sorti 9 600 $ de vos poches. Et c'est pas juste ça, il y a aussi le report d'impôt dans le futur qui devient très intéressant, dans le sens que si vous cotisez au REER aujourd'hui, quand vous avez un bon revenu et que vous êtes imposé un taux marginal de 36 % et que plus tard, vous allez retirer cet argent-là quand vous allez vous donner des revenus plus bas et que vous vous retrouvez à ce moment-là avec un taux d'imposition moins élevé, vous n'avez pas juste reporté l'impôt dans le futur, vous avez concrètement sauvé de l'impôt. Et c'est pour ça qu'avec des revenus de 100 000 et plus, le REER vaut pas mal plus la peine que pour quelqu'un qui gagne 50 000 par année.
Dans tous les cas, généralement, si vous faites plus de 100 000 $ par année, vous devriez également être en mesure de maximiser vos cotisations à votre CELI et à un R3E si vous avez des enfants. En fait, avec des revenus de plus de 150 000 par année, si tu priorises le moindrement tes placements, tu vas être rendu à investir dans des comptes non enregistrés, c'est-à-dire des comptes où il n'y a aucun avantage fiscal et qu'à ce moment-là, tu dois payer ton impôt sur les gains à chaque année. Donc à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus avantageux d'investir dans des FNB qui vont pas faire trop de distribution ou investir dans des titres de croissance, qu'à ce moment-là, c'est un gain en capital qui se réalise seulement quand tu vends, parce que dans un compte non enregistré, des revenus de placement comme des intérêts ou des dividendes, il va falloir que tu payes ton impôt là-dessus à chaque année. Mais encore une fois, le plus important à ce niveau de revenu-là, c'est le contrôle du style de vie parce que c'est sûr que si vous faites 120 000 par année, vous êtes clairement au-dessus de la moyenne et ça peut devenir très tentant d'aller dépenser pour des niaiseries. Quand nos revenus montent, on veut se récompenser et c'est normal, on veut profiter de la vie aussi. Par contre, le problème, c'est si chaque augmentation de salaire devient un nouveau paiement mensuel, à ce moment-là, vous devenez comme prisonnier de votre rythme de vie et l'objectif, c'est simplement d'éviter que vos revenus élevés servent uniquement à financer des coûts fixes élevés. Donc tout ça pour dire que la liberté financière, ça se crée avec l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, et plus cet écart-là est grand, plus vous avez de contrôle sur votre vie. Et si vous retenez juste une chose de l'épisode, retenez que plus votre paye augmente, plus votre taux d'épargne devrait augmenter aussi, parce que convertir vos revenus en actifs, c'est la meilleure manière de bâtir de la richesse et d'atteindre l'indépendance financière. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles en évaluation sur Spotify ou abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.